Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous recevons donc Thierry Legon, qui est le fondateur et président de Azit Biotech, une société de biotechnologie qui s'est introduite en bourse récemment, en mai 2016, à Bruxelles et à Paris. Alors c'est une société qui est spécialisée dans la désensibilisation aux allergies. Et donc vous avez mis au point une technologie très innovante, mais quand même une technologie par injection. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de cette technologie, alors qu'aujourd'hui, il existe quand même des produits de désensibilisation, je ne citerai pas cet allergène, mais qui sont par voie orale. Quel est l'intérêt donc de cette technologie et comment fonctionne-t-elle ? Alors, tout d'abord, l'immunothérapie, c'est un art médical qui trouve son origine au début du XXe siècle. Et donc les médecins à l'époque se promenaient dans les champs, récoltaient des pollens et puis faisaient un extrait de pollen qu'ils injectaient aux patients à très faible dose jusqu'à temps que par un processus proche de la mithridatisation, ils devenaient tolérants à ces allergènes. Et donc au XXIe siècle, les produits utilisés actuellement sont équivalents aux allergènes extraits au début du XXe siècle. Et ces produits ont pour inconvénient d'induire au moment de leur administration une réaction allergique. Et donc ils sont potentiellement dangereux, mais également ils rendent le traitement très long, puisque avant d'induire la tolérance, on va induire des réactions allergiques pendant un certain temps, et cette tolérance va se mettre en place petit à petit. Alors nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'innover et de mettre au point des nouveaux principes actifs. Et ces principes actifs sont des allergènes de plus petite taille qui sont extrêmement purifiés. Et le fait qu'ils soient très purifiés et de petite taille fait qu'ils induisent très rapidement les mécanismes de régulation immunitaire. Et donc, à l'issue de la phase 3 que nous avons terminée l'année passée, nous avons pu tester sur un sous-groupe de patients recrutés à l'université de Gand. Nous avons pu démontrer qu'une semaine après la fin du traitement, qui dure 3 semaines, je le répète, en comparaison à 3 ans pour les concurrents, pour les produits concurrents, une semaine après ce traitement très court, nous avions mis en place chez les patients allergiques tous les mécanismes de tolérance immunitaire qui permettent de bloquer la réaction immunitaire. Et donc pour nous, ça, c'est quand même la preuve que l'idée de générer des nouveaux allergènes plus petits et très purifiés permet d'induire les bons mécanismes de tolérance. Et par ailleurs, nous avons également pu démontrer que ça permettait de réduire en saison les symptômes de rhinite allergique. Et pour bien comprendre, il faut combien d'injections par rapport à un traitement classique par injection ? Je crois qu'il nécessite énormément de visites chez l'allergologue. Tout à fait. Donc les traitements classiques par voie sous-cutanée nécessitent sur une période de 3 ans entre 40 et 60 visites chez l'allergologue. Alors aujourd'hui, vu le mode de vie que nous avons, beaucoup de gens disent « Ah non, on ne va pas commencer avec ça, c'est beaucoup trop long ». Et parmi ceux qui commencent, on en a 1 sur 4 qui finit le traitement. Alors nous, c'est 4 visites chez l'allergologue chaque année et au cours de ces visites, on reçoit 2 injections. Et donc, on réduit donc très substantiellement le temps nécessaire à la mise en place de la tolérance. Alors, vous m'aviez également posé une question sur voie sous-cutanée, voie sublinguale. Alors, au niveau de la voie sous-cutanée, il faut savoir qu'aux États-Unis, 95% du marché, c'est la voie sous-cutanée. Les tablettes, que ce soit celles de Stalergen ou d'Alcabello, ne se vendent quasiment pas. Donc, dans le rapport annuel de Merck Sharp & Dohme qui vendait les tablettes d'Alcabello, ils avaient déclaré qu'il y avait environ 500 prescriptions par semaine, c'est-à-dire 2000 prescriptions par mois. Comme ce traitement se prescrit sur 6 mois, c'est 12 000 traitements par an. Par rapport à la population de gens allergiques, c'est-à-dire grosso modo 20% de la population américaine, c'est quasiment rien. C'est d'ailleurs pour ça que Merck Sharp & Dohme a rendu les droits à Alcabello et Alcabello cherche actuellement une solution pour vendre ces tablettes aux États-Unis. Alors en Europe, le gros marché de l'immunothérapie par voie sublinguale, c'est la France. 90% des traitements se font par voie sublinguale. Par contre, l'Allemagne, qui est le premier marché européen de l'immunothérapie, voit une part de 75%
à la voie sous-cutanée et de 25% à la voie sublinguale. L'Espagne, c'est 60% à la voie sous-cutanée et 40% à la voie sublinguale. Et l'Italie, c'est 20% à la voie sous-cutanée et 80% à la voie sublinguale. Donc il y a des différences de pays par pays en Europe. Et aux États-Unis, c'est quasiment exclusivement la voie sous-cutanée. Alors, vous avez tout de même pris du retard sur votre programme de développement, puisque vous avez publié des résultats de phase 3 récemment, et vous allez relancer une nouvelle étude de phase 3. Alors, pour quelle raison ? Alors, en fait, les médicaments qui sont actuellement commercialisés pour la rhinite au pollen de graminées, c'est-à-dire les antihistaminiques ou la cortisone, induisent une réduction de symptômes maximum de 19%. Donc les guidelines, c'est-à-dire les guidances pour la mise sur le marché d'un traitement d'immunothérapie requièrent qu'on arrive à 20% de réduction de symptômes sur la saison de pollen. En fait, nous avons eu une réduction de symptômes entre 16 et 18%. Vous n'avez pas eu de chance aussi sur la saison ? On a loupé la montre en or de pas grand-chose, c'est dommage, mais c'est comme ça. Par ailleurs, je vais dire, rares sont les médicaments qui sont enregistrés sur base d'une seule phase 3. Alors, nous étions confiants que nous aurions pu le faire parce que nous avions de très bons résultats de phase 2A et de très bons résultats de phase 2B. Malheureusement, je vais dire, on a été un petit peu court, mais enfin, nous ne sommes pas les seuls à qui ça arrive, puisque pour enregistrer Grasax aux États-Unis, je crois qu'il y a eu 6 essais de phase 3, dont plusieurs qui ont démontré des résultats bien inférieurs à ceux que nous avons obtenus. Donc, je pense que, très sincèrement, certes, une deuxième phase 3. La plupart des produits thérapeutiques sont enregistrés sur base de plusieurs phases 3. Nous avons appris beaucoup de choses dans le cadre de la première phase 3. Donc, notre produit marche et les résultats que nous avons obtenus sont statistiquement significatifs. Cela signifie que ce n'est pas le fait du hasard que nous avons observé ces réductions de 16 et de 18%. Nous avons mis en évidence un mécanisme d'action qui est ultra rapide, ultra direct et qui correspond à ce que la communauté scientifique attend. Donc là, je pense que nous avons des éléments clairs et nets pour dire que ce que nous avons développé a un potentiel thérapeutique. Et nous avons également appris que nous devons augmenter le nombre de centres dans lesquels nous allons faire l'essai de manière à avoir un recrutement plus homogène et être moins dépendant d'un centre qui recrutera un grand nombre de patients mais autour duquel il n'y aurait pas de pollen. Ça nous est arrivé dans la phase 3 précédente et c'est très gênant. Nous allons également fournir aux gens des smartphones pour remplir au jour le jour les symptômes et la prise de médicaments. Nous allons également mettre des critères d'inclusion qui nous permettent de recruter les gens les plus malades. Et enfin, nous avons engagé une compatriote française, un docteur en médecine, qui est Marie-Étienne Pinelli, qui est la personne qui a encadré le développement du Zyrtec et du Xyzal, les antihistaminiques du CB. Donc ça, c'est une personne qui connaît extrêmement bien le développement clinique dans notre secteur. Et nous pensons qu'avec ces éléments-là, nous mettons toutes les chances de notre côté que pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors une question qui fâche un peu, l'action a tout de même perdu 50% depuis ces 6 derniers mois. Comment expliquez-vous cette chute ? Est-ce lié au report en fait, des résultats cliniques ? Quel est votre sentiment ? Parce que vous échangez bien en dessous du cours d'introduction de 2016. Oui, donc en fait, nous sommes dans un marché qui est extrêmement peu liquide. Donc il y a très peu d'actions qui s'échangent sur une journée. Et je vais dire, quand les gens ont envie de se défaire de leur titre, malheureusement, le cours chute plus rapidement que quand les volumes échangés sont plus grands. Je pense que c'est la principale raison. Maintenant, quand on échange 100 000 titres sur une journée par rapport à 12 500 000 titres qui forment le capital, 100 000 divisé par 12 millions, ça fait toujours moins d'1% de titres échangés. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une défiance très grande de notre actionnariat par rapport à ce que nous faisons. Et ce que je peux dire, c'est que nous avons une série d'actionnaires historiques qui soutiennent toujours la société. Et en matière de stratégie ultérieure de commercialisation, est-ce que vous envisagez d'aller seul sur le marché ou vous pourriez
trouver un partenaire compte tenu quand même d'un marché qui est assez large. Oui, donc nous sommes évidemment ouverts à toute opportunité. La beauté du projet, c'est qu'il y a 20 000 allergologues dans le monde. Donc il ne faut pas une force de vente énorme pour pouvoir visiter tous les allergologues dans le monde. Maintenant, comme nous espérons avoir à bref délai un portefeuille de produits en développement clinique, ben là, il va falloir trouver des fonds. Et il est clair que le partenariat est généralement une façon intéressante de trouver des fonds qui, permettent également d'éviter la dilution des actionnaires. Donc le partenariat est une option envisagée pour le développement de certaines indications. Et juste une dernière question, vous attaqueriez quel marché en premier en Europe? Puisque en France, on a quand même l'impression que c'est la désensibilisation par voie orale qui prime. Tout à fait. Donc, en fait, le premier marché que nous visons en Europe, c'est l'Allemagne. C'est le premier marché en termes de chiffre d'affaires pour les produits d'immunothérapie. Les autorités d'enregistrement allemandes connaissent très bien notre produit puisque nous faisons nos développements cliniques en Allemagne depuis 2011. Donc, on a de bonnes relations avec ces gens. Et voilà. Et puis, c'est le marché de l'immunothérapie par voie sous-cutanée. Donc, on va cibler ce marché-là en premier lieu. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre attention. Merci.